Avertissement, le milieu chaufferie est réservé aux professionnels formés car le milieu est potentiellement dangereux. Il y a un risque d'explosion, d'électrocution, d'intoxication mortelle au CO et de brûlures graves pour l'intervenant. Alors dans cette vidéo, je suis appelé dans la chaufferie d'un collègue qui est absent. Donc à la base, j'arrive dans cette chaufferie pour remettre le chauffage en marche et en faisant mes contrôles de base pour savoir si tout fonctionne correctement, je me rends compte qu'il y a plusieurs anomalies dans cette chaufferie, dont le servomoteur 3 points de la vanne à secteur qui ne fonctionne pas, et d'autres anomalies du type il manque la sonde de départ chauffage, donc ça risque pas de marcher, il me manque l'horloge sur le régulateur, donc j'ai pas accès au réduit. Donc il y a beaucoup de choses bizarres dans cette chaufferie, que je vais vous montrer dans la suite de la vidéo. Alors petite remarque, cette vidéo a été faite il y a plus d'1 an, et c'est dans cette chaufferie là que j'ai eu affaire à ma première vanne à secteur. Voici le Siemens Agvatis SQK34. Donc là je vais le changer car celui-là il est mort. Il est mort et je vais y mettre du scotch à lui ici là parce que ça coule, ça a mal été fait et je pense que c'est ça qui m'a niqué la vanne. Alors voici la documentation que vous trouvez dans la boîte du servomoteur Siemens. Donc le servomoteur SQK34 ainsi que les vannes à secteur sur lesquelles il peut aller. Là je viens d'enlever le cache. Donc là pour pouvoir l'enlever il me faut une clalène de 4 je crois. Donc voilà, comme ça on le dessert. Il faut tourner. Après donc une fois que c'est dévissé ça vient tout seul. Hein. Là on le voit là. Le système de fixation est là-dedans. Donc ça c'est la vanne. Donc ça c'est une vanne à secteur, hein. On voit les deux petits ergots là. Et on peut remarquer une chose, c'est que je peux tourner à 360. D'accord. Donc là il ne faut pas que je me fasse savoir quand je vais mettre le servomoteur. Donc là je vais débrancher ça pour le mettre ici. Donc là il y a du jus. Alors ce qui est merdique dans cette chaufferie, encore une chaufferie merdique, hein. Donc là j'ai un stick qui tourne. Quand je vais couper le régulateur, alors que lui il n'a rien à voir avec le CS, je coupe tout. Donc ça c'est vraiment de la merde encore une fois. Voilà, maintenant j'ai plus le jus, je vais pouvoir le débrancher et le mettre sur. Donc un truc bon à savoir, c'est que ça se change. Voilà, ça peut s'inverser. Voilà. Voilà. Et là, est-ce qu'on voit le repère là? Faut que je mette en marche. Par contre, quand je mets le jus, j'ai du 110 volts au niveau du régulateur, donc c'est bizarre. Alors c'est pas si bizarre que ça, on le verra après, hein. Il y avait un conducteur qui était débranché. Donc là, tant que j'y suis, je vais changer la sonde parce que j'ai pas de sonde. Et après ici, hein, il faut savoir que là on a un RVP 200. Et là il manque un truc. Il manque l'horloge, elle est en option. Alors on remarquera que la diode verte override clignote. Et ça c'est un signe, en tout cas pour le régulateur, qu'il y a un problème. Ce régulateur est utilisé pour contrôler un départ chauffage. Donc un servomoteur 3 points avec une vanne à secteur. Il n'y a pas de sonde d'ambiance, il y a juste une sonde de température extérieure et une sonde de départ chauffage. Même si quand j'arrive dans l'installation, la sonde de départ chauffage n'est plus là. Donc c'est bizarre parce que c'est une installation qui est quasiment neuve. Et elle a été mise comme ça quoi. Donc ça c'est un peu fort. Voilà, donc c'est ça. Ça c'est une horloge. Parce qu'il faut savoir qu'on peut mettre une horloge. Donc je vais voir comment c'est foutu à l'intérieur, mais je crois que ça se met ici là. Faut ouvrir. Ok, bon allez, je continue. Alors sur cette photo, vous pouvez voir donc l'horloge et la référence de l'horloge, donc j'en parlerai plus loin dans la vidéo. Alors voici la sonde du régulateur, donc c'est un Siemens QAD22. Donc c'est ce que j'ai. Ce serait pour mon RVP, pour le RVP 200 là. Donc là, ça serait une ENI 1000. Donc voici la sonde démontée. Donc à l'intérieur il y a un petit système là. Bon, par contre mon câble il est vachement loin de ma pompe, hein. Il faut savoir qu'en principe la sonde doit être au plus près du. Quoi au plus près? Elle doit être à 10-15 cm du départ pompe. Donc là elle est vachement haute. Bon c'est pas trop grave, hein, c'est du chauffage, hein. Ça va pas, je pense que ça va pas trop pomper. Bon bah écoutez on va la mettre là, hein. Donc, je vais la mettre ici là.
Alors comment ça marche ce truc de fixation? Donc là on a un petit plan derrière la boîte là. Donc il faut diviser cette partie là, mettre ça autour du tuyau, on le voit là comment c'est fait là, et voilà. Donc c'est la première fois que j'en monte des trucs comme ça, que je découvre. Donc le système est bien foutu, hein. On met d'abord donc un des trous là dans ce qui dépasse là, on fait le tour du tuyau, on met l'autre sur ce trou là, sur le picot qui sort, et après avec le tournevis on visse et la vis pousse le truc là et ça le tend. Et après ça bouge plus, c'est bien foutu comme système. Et après on le serre comme ça, et voilà, et on voit que là ça tend. Donc là je vais pas y aller trop fort parce qu'après je vais le casser, mais c'est pas mal. Donc là on peut voir que ici quand ça condense ça coule, hein, ça coule et c'est dégueulasse, ça casse tout. Donc là ici déjà je vais mettre un scotch alu pour protéger ma vanne 3 voies. Voilà, parce qu'il faut savoir que le gaz, la combustion du gaz produit du CO2 et de l'eau, mais l'eau est acide. Donc voilà, donc là ça goûte, je vais protéger ça, je vais mettre du scotch. Donc là sur mon départ chauffage j'ai quasiment 60 degrés, j'ai ma vanne à secteur qui est fermée, donc théoriquement je ne devrais pas avoir ça. Alors il s'est passé qu'hier, vous voyez, quand je l'ai monté, il faut savoir qu'avec la vanne à secteur il y a un détrompeur. Il y a un détrompeur et je pense que je me suis fait avoir. Ouais, je me suis fait avoir. Je vais l'enlever ça, donc là je le mets sur ma nu et je vais vous montrer. Donc comme on peut le voir, donc là je viens d'enlever le servomoteur, comme on peut le voir sur cette vanne à secteur là, il y a un détrompeur, vous voyez là, donc là on a cette petite tige là, et ici là, ici on a cette tige là, et on voit un petit point jaune. Ce petit point jaune ça veut dire que le secteur il est ici, d'accord? Donc moi quand je suis au minimum, ce que je veux c'est que le secteur soit ici, d'accord? C'est-à-dire que je ferme cette voie là, d'accord? Donc le primaire qui va ici ne passe plus et la pompe va aspirer ici, va partir là-bas et ça c'est le retour et ça va revenir ici, ça va tourner en boucle. Donc ça c'est important parce que si je mets le secteur de l'autre côté, je bouche l'aspiration et ça c'est pas bon. D'ailleurs je vais le faire et on sent là, c'est dur là. Vous voyez, enfin, vous le sentez pas, moi je le sens. Donc voilà. C'est vrai que les vannes à secteur on peut faire du 360 et on a vite fait de se faire avoir. Donc sur la doc en plus c'est indiqué, hein, il y a un petit détrompeur. Là je suis en puissance minimum et là donc là je suis en puissance minimum et là quand je tourne ici là je suis en puissance maximum. Là j'ai le secteur qui bouge cette voie là et là le primaire passe directement là. Donc là je suis à 100% et là je suis à 0%. Voilà. Donc là ça correspond bien, là je suis bien à la puissance minimum, et le secteur est, on voit la pastille jaune vraiment légèrement qui est ici, qui est de ce côté là. Et donc là si je me mets à la puissance maximum, donc là je suis en manuel bien sûr, je suis à la puissance maximum, là on le voit bien, voilà. Là je reviens à la puissance, je ne sais pas si on va le voir dans la vidéo, je reviens à la puissance minimum. Donc là j'ai fermé cette voie là. Maintenant je vais me remettre à la puissance maximum. D'accord. Voilà. Et là j'ai fermé cette voie là. Ok, donc là il est bien réglé. Donc maintenant je vais le remettre en... Voilà, je suis en manu, je vais le remettre en auto. Donc il faut savoir que j'ai désactivé le régulateur. Donc hier aussi j'avais fait une deuxième erreur. Je m'étais mis sur auto mais avec ce symbole là. Donc ce symbole là il faut savoir que ça veut dire hors gel. Donc hors gel ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chauffage va se mettre en marche qu'à partir de 5 degrés. Donc c'est pas beaucoup. Donc là je vais le mettre sur voilà, le soleil et la lune. Et là on voit tout de suite qu'il se ferme. Ça semble logique, hein, parce que là il fait chaud. Hein. À l'extérieur je parle, parce que là on est sur une courbe de chauffe. Donc là il se ferme, comportement normal.
Comme j'y suis, je vais visser. Donc là on voit que c'est bien passé là, cette vanne là. Putain. Donc c'est vraiment quelque chose de lent. Hein. Donc là il est en train de se fermer. Donc là tant que j'y suis, là je peux vous montrer une vanne à secteur mais manuelle. Donc là on peut pas trop se tromper là parce qu'on a une variation de 0 à 10. Donc 0 c'est puissance mini et 10 c'est puissance maxi. Donc là je suis à 10, donc le secteur doit être ici. D'accord? Donc là il s'est fermé, on a entendu le fin de course là qui a fait clic et qui a coupé le moteur. Donc là on est bien en puissance minimum. Et en puissance minimum, ici c'est bouché. Comme ça, donc comme je le répète, hein, vanne à secteur 3 voies, le fluide passe ici, donc on va dans le chauffage là. Après ça c'est le retour ici, on monte et ça tourne en boucle. Ok, donc ça c'est bon, là au moins je suis sûr du réglage. Et donc là c'est pareil, là c'est intéressant, bon ça c'est une vanne manuelle, donc ça c'est une vanne qui va sur des, comment je vais appeler ça, des vestiaires, d'accord. Donc là 10, le secteur est ici, donc le retour est bouché, donc puissance maximum qui passe au niveau de la pompe, et 0, donc ici c'est bouché, et donc c'est comme pour l'autre, hein. Là on a le départ, le retour est ici, non le retour est ici, hop, et ça vient là. Donc là ce qui par contre, là, ce qu'il faut vraiment faire attention, c'est pas mettre le secteur ici, parce que là je bouche elle, et donc comme ça on peut caviter, on peut exploser la pompe. Donc là je vais le mettre à 10 parce que le réseau malheureusement est emboué. Voilà, c'est un réseau qui a 4 ans, mais bon il y a un peu de PER, ça a mal été fait. Et bilan des courses, bien l'hiver ça chauffe plus trop. On va faire sous-traiter mais faire une prestation de désembouage si c'est accepté. Pour retrouver de la puissance l'hiver. Alors sur le RVP 200, l'horloge est en option, donc cette horloge sert à mettre les régulateurs en réduit ou en confort, donc on voit les petits picots. Car comme on peut le voir sur cette photo, lorsque l'on achète le RVP 200, il y a une trappe donc, qui est bouchée et il n'y a pas d'horloge. Donc après il suffit d'enlever ce bout de plastique pour pouvoir y mettre l'horloge. Donc une petite remarque, hein, ça veut dire que dans cette chaufferie-là, il n'y avait pas de réduit, donc ce qui est quand même une aberration, hein, parce que l'intérêt de mettre le réduit, c'est que par exemple, le soir, ça permet de gagner quelques degrés, et donc de faire des économies d'énergie, et le week-end, s'il n'y a personne dans le bâtiment, eh bien ça permet de gagner aussi quelques degrés en ambiance, et donc de faire des économies d'énergie. Donc surtout qu'une horloge comme ça vaut rien du tout, quoi. Donc lorsque l'on a enlevé la trappe, on peut voir des petits picots. On peut voir donc des picots, des petits picots pour le réglage. On peut voir des petits potentiomètres. Et on peut voir en haut la prise pour raccorder l'horloge. Donc ça après, tous ces petits réglages-là sont indiqués dans la doc du RVP 200. Donc voilà, l'horloge est mise dans le régulateur, donc le RVP 200. Et on peut voir que c'est quelque chose de très simple. Ok, donc là je me suis bien mis sur soleil et lune. Donc soleil c'est le mode confort. Lune c'est le mode réduit, le soir, économie. Donc ça c'est soleil, c'est marche forcée soleil, donc marche forcée confort. La lune c'est marche forcée économie. Et ça c'est mode hors gel. Et ça c'est le mode manuel. Donc là on a la courbe de chauffe, donc là on règle juste la pente. Hein. Il suffit de regarder la documentation et on a la correspondance. Donc là je suis sur 1,5. Donc 1,5 ça veut dire quoi? Une pente de 1,5 pour le régulateur RVP 200. Donc 1,5 pour le RVP 200, donc 1,5 c'est ici, ça veut dire qu'à 0 degré on a un départ à 50, d'accord, et à moins de 10 degrés on a un départ à 60. Bon, ça va être peut-être un petit peu juste pour cette installation là. Alors en principe sur les régulateurs on a juste à toucher au coefficient. À l'intérieur du régulateur on a un petit carnet où on a justement cette feuille où on voit toutes les courbes. Donc une courbe de chauffe avec un coefficient de 2, de 1,75, 1,5, 1. Et ça permet de voir exactement par rapport à la température extérieure, à 0 degré par exemple. Donc avec une courbe de chauffe avec un coefficient 1, on a un départ à 40 degrés. À moins de 30 degrés, avec une courbe de 1, on a un départ à 60 degrés par exemple. Donc c'est avec ça qu'on règle la pente. Donc là j'ai réglé le réduit et le confort sur ces petits picots. Hein. D'ailleurs il y a une petite documentation. Les picots qui sont ici ça signifie confort. Et les picots qui sont ici ça veut dire réduit. Donc là on voit qu'il y a des trucs à reprendre. Donc ça je voulais le montrer ça. Donc ça c'est donc là
Donc on a vu la courbe de chauffe, hein. Donc ça c'est fixe, c'est lui qui règle. Mais après par exemple le jour, s'il y a des plaintes de température genre trop froide à l'intérieur, on peut faire un décalage de pente. Donc ça c'est une sonde extérieure qui est sur un mur. Donc là je viens de régler les petits picots, hein. Donc les petits picots c'est facile, hein, ça, on pousse gentiment avec le tournevis. Il y en a 2 à chaque fois. Donc ici je suis sur un bâtiment type petit tertiaire. Et dans ce petit tertiaire les horaires c'est 7h30, 18h30 au niveau de l'occupation des gens. Du lundi au vendredi. Donc j'ai mis le mode confort à partir de 6h du matin. Donc après je verrai si c'est bon ou pas. Et par contre le soir je coupe à 20h. Mais là on peut voir que tout le week-end, samedi, dimanche, je l'ai mis en mode réduit. Pour le moment j'ai enlevé 4 degrés. Voilà, donc là je suis bien sur soleil, donc confort réduit. L'horloge est réglée. Donc là sur le départ, je ne fais pas de modification par rapport à la courbe de chauffe. La courbe de chauffe est réglée. Et en réduit, j'enlève moins 4 degrés. Moins 4, je pense que je peux même aller jusqu'à... Attends, c'est 0, 2, 4, ouais. Moins 4, je vais en faire moins 6. Voilà, on verra bien ce que ça fait. Après ça, c'est à contrôler qu'un enregistreur de température en intérieur. Voilà. Donc voilà une petite vidéo intéressante quand même sur vraiment la base de la régulation, on va dire la plus basique. Hein. Un RVP 200, je pense que c'est le moins cher des régulateurs Siemens. Un petit SQK34, pareil, hein. C'est assez basique. Une petite vanne à secteur. Voilà. Donc ça c'est vraiment les bases. Les bases du chauffage. Alors en conclusion pour cette petite intervention dans la chaufferie d'un collègue qui était en vacances. Donc le servomoteur en réalité n'était pas mort. Donc le souci électrique qu'il y avait, c'était, on le voit là sur le schéma, donc attention à l'effet d'optique. On voit qu'en F2, il y a un conducteur avec un chiffre 2, donc ça c'est l'alimentation. Et il faut faire un pont entre F2 et F1. On voit que sur F1, j'ai mis, donc ce que j'ai trouvé, un fil, donc une paire, un fil blanc-marron. D'accord ? Sachant que F1 et F2, ce sont des alimentations qui vont aller dans le régulateur. Et suivant ce que demande le régulateur, soit Y1 va être alimenté, soit Y2 va être alimenté, donc par le biais de retour, hein, ce sont de contacts, pour soit ouvrir ou fermer le servomoteur de la vanne 3 points. Donc là j'ai complètement halluciné, hein. Il manquait un fil électrique entre F2 et F1, ça veut dire que F1, donc Y1, eh ben, ne pouvait pas être alimenté vu qu'il n'y avait pas de fil électrique. Donc en réalité c'est pour ça que le servomoteur ne marchait pas. C'est parce qu'il n'y avait pas d'alimentation à F1. C'est quand même hallucinant hein, parce que ça c'est à l'origine de la chaufferie, donc la mise en service, ça n'a jamais été contrôlé. Et mon collègue avant, à mon avis, devait le faire marcher en marche forcée, comme il y avait des problèmes au niveau des bouts dans le réseau. Bon, c'est complètement hallucinant quoi. Donc c'est vrai que j'aurais pu prendre plus le temps au niveau du diagnostic sur la 23 voies. Le souci c'est que bon, j'avais donc d'autres chaufferies. C'était pas ma chaufferie. Donc quand vous êtes appelé d'astreinte ou parce que le collègue en RTT, bon voilà quoi. Vous avez votre charge de travail, c'est un dépannage, donc vous venez dépanner, mais vous n'êtes pas là pour faire le boulot du collègue. Si le collègue ne veut pas faire son boulot, c'est son problème. Bon, le souci, c'est vrai que quand le collègue en RTT ou si ça tombe un week-end, parce que vous êtes d'astreinte, ça vous retombe sur la gueule. Donc on peut voir, cette chaufferie-là, c'est un peu la fête du slip. Bon, car en plus, la sonde de départ chauffage était absente. Donc ça peut arriver des fois que sur une grosse chaufferie, on ait besoin d'une sonde de départ chauffage et que on la pique, entre guillemets, sur une autre chaufferie. Par exemple là c'est une petite chaufferie, donc si cette chaufferie est moins importante qu'une autre, on va déshabiller Pierre pour habiller Paul. Donc là vu la chaufferie ça devait faire un petit moment qu'il n'y avait plus de sonde et que tout était en marche forcée, c'est-à-dire les vannes ouvertes à fond. Donc la régulation, il n'y avait plus de régulation. Donc pareil, lorsque j'ouvre l'armoire, donc à un moment donné bien sûr je regarde le bornier et qu'est-ce que je vois ? Je vois un fil vert jaune entre la borne 5 et 6, il y a un pont. Donc la question que je me pose, mais à quoi servent les bornes 5 et 6 sur le schéma électrique? Et donc je regarde le schéma électrique et là, patatras, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'à la borne 5 et 6, c'est pour accorder le pressostat manque d'eau. Alors ce qui me met sur le cul, c'est qu'il y a marqué éventuel. Donc c'est-à-dire que c'est une option. Donc un pressostat manque d'eau dans une chaufferie, c'est un peu comme... on peut comparer ça à des ceintures de sécurité dans une voiture. C'est obligatoire quoi. Je veux dire pas là qu'on ne va pas vendre une voiture sans ceinture de sécurité. Donc il y a un pont entre 5 et 6 et donc dans ces chaufferies-là, il n'y a pas de pressostat manque d'eau. Donc ça c'est fort. Donc pareil, lorsque je vois cette vanne manuelle, c'est fort aussi parce que c'est quand même un départ chauffage. Donc c'est un petit départ chauffage.
Mais on voit que comme il n'y a pas de servomoteur, il n'y a pas de régulation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit il fera trop chaud, soit il fera trop froid. Et comme on veut pas de problème, et comme c'est pas du P1, donc comme il n'y a pas de gestion de gaz, la personne va obligatoirement mettre la vanne à une ouverture assez importante justement pour pas être emmerdé. Donc ça en plus c'est pour des vestiaires. Donc les vestiaires c'est débile de les chauffer toute la journée. Je veux dire si les gens embauchent à 7 heures, eh bien on chauffe le vestiaire à partir de 6 heures. Après on passe en réduit, le soir c'est la même chose. Et puis le week-end on est entièrement en réduit. Donc ça c'est pareil, hein, ça c'est une hérésie parce que une installation ça dure pas 5 ans quoi. Une installation en principe sur le papier c'est 20 ans. Donc là pareil, là c'est pour faire des économies de bout de chandelle. Donc il faut savoir que j'ai travaillé 13 mois dans cette zone géographique. Et pour l'entreprise que j'ai quittée d'ailleurs. Et le souci qu'il y a, c'est que cette chaufferie-là, quand même, cumulait beaucoup de points négatifs, quoi, beaucoup de trucs bizarres, surtout pour une petite chaufferie, et surtout une chaufferie récente, quoi. La chaufferie, elle a moins de 4 ans. Donc quand on voit ça, on se dit de plusieurs choses, hein. Alors soit l'appel d'offres fait qu'ils ont pris l'entreprise la moins chère de la région, et donc la personne, pour pas travailler à perte à un moment donné, donc elle a mis le minimum vital, on va dire, dans la chaufferie, hein. Et encore, parce qu'il n'y avait même pas de minuterie, donc ça c'était quand même hallucinant. Et après, donc mon collègue, lorsque je l'ai revu, je lui ai dit ta chaufferie, elle craint un peu, quoi. Et d'ailleurs, bon, c'était un ancien en plus, hein, quoi, un ancien 15 ans d'expérience dans le chauffage. Et je lui ai conseillé d'aller faire une formation à l'AFPA. Je lui ai conseillé de faire un congé individuel de formation pour se remettre à niveau, quoi. Pour se remettre dans le bain un petit peu. Voilà, donc je vais conclure cette vidéo par quand vous êtes débutant en chauffage, faut pas croire, hein. Donc la personne qui s'occupait de cette chaufferie avait plus de 15 ans d'expérience. Donc même avec des gens qui ont 15 ans d'expérience et qui ont pourtant en charge certaines chaufferies, on peut voir des trucs complètement hallucinogènes. Donc moi qui ai fait la formation de technicien de maintenance en équipement thermique, donc à l'AFPA de Lardy, il y a une chose dont je suis sûr, c'est que le gars qui a bien bossé et qui s'est sorti les doigts peut faire de la chaufferie conventionnelle sans problème. Alors sans problème. Il n'y a pas besoin d'avoir 15 ans d'expérience, la preuve. Il faut juste en vouloir et se sortir les doigts. Donc voilà pour cette petite vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo.